Distingués invités, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, bienvenue à ce déjeuner-causerie Desjardins, les voies d'affaires de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Je me présente, Chantal Bouvier, vice-présidente stratégie et affaires publiques à la Chambre, et je serai ce midi votre maître de cérémonie. Je vous demanderai, si ce n'est déjà fait, de bien vouloir éteindre vos téléphones cellulaires et de les garder silencieux pendant toute la durée de la présentation. I would ask that you please turn off your cell phones during the entire presentation. Your cooperation in this regard will be greatly appreciated. De plus, par souci de votre sécurité, veuillez noter dès maintenant l'emplacement des sorties de secours dans cette salle. En cas d'une évacuation d'urgence, écoutez attentivement les instructions et suivez le personnel des banquets qui vous indiquera la sortie la plus proche. Sur ce, la Chambre tient à remercier les commanditaires qui, par leur appui soutenu, permettent la réalisation des déjeuners-causeries, à commencer par Desjardins, le commanditaire en titre, en collaboration avec Les Affaires, Alcoa, Bombardier, CN, Gowlings, Hydro-Québec, SITQ et SNC-Lavalin. Le déjeuner d'aujourd'hui est présenté par Bell Canada. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter les invités qui composent votre table d'honneur. I would ask our guests to please stand up as their names are called, and I would ask participants to withhold their applause until the end of the presentation. À la gauche de l'un de vos conférenciers, président et chef de la direction de la Chambre, M. Michel Leblanc. Conférencier ce midi, conseiller Groupe Conseil Stratégie et Performance, Raymond Chabot Grant Thornton, grand partenaire de la Chambre, M. Sébastien Daou. Vice-président du Conseil, Vêtements Peerless, grand partenaire platine de la Chambre, et ancien président du Conseil de la Chambre, M. Elliot Lifson. Président, Clique International, M. Assad Abdelnour. Éditrice adjointe, Groupe Les Affaires, grand partenaire de la Chambre, Mme Elisabeth Deschamps. Associé, Gowling Lafleur Henderson, grand partenaire de la Chambre, M. Pierre Pilote. Directeur des affaires corporatives et des communications, Chantier Chibougamau, M. Frédéric Verreau. Président et chef de la direction, Groupe SNC-Lavalin, grand partenaire de la Chambre, M. Pierre Duhem. Directeur général, Ville de Montréal, M. Louis Roquet. Vice-présidente exécutive, partenariat stratégique, Bureau de la présidence, Mouvement Desjardins, grand partenaire de la Chambre et membre du Conseil de la Chambre, Mme Christiane Bergevin. Président et chef de la direction, Raymond Chabot Grant Thornton, grand partenaire de la Chambre, M. Jean Robillard. Président et chef de la direction, GE Capital Canada, grand partenaire de la Chambre, M. Patrick Palerme. Présidente et directrice artistique, Fondation Métropolis Bleue, Mme Linda Leith. Président et chef de la direction, Alliance Madvac, grand partenaire de la Chambre, et membre du Conseil de la Chambre, M. François Giroux. Également conférencier ce midi, président et chef de la direction, Investissement Québec, grand partenaire de la Chambre, M. Jacques Daou. Mesdames et messieurs, votre table d'honneur. J'inviterai maintenant le président et chef de la direction de la Chambre, M. Michel Leblanc, à vous présenter les conférenciers. Messieurs Daou, distingués invités de la table d'honneur, membres de la Chambre, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, bonjour. C'est avec un très grand plaisir qu'aujourd'hui nous innovons. Je rends hommage d'abord à John Parizella et à Elliot Lifson à la table d'honneur, qui l'année dernière me répétaient qu'il nous fallait trouver des moyens de réunir à la Chambre une génération montante qui a des attentes, qui a des rêves et qui a des visions et qui déjà agit, et je dirais une génération sortante
ou une génération qui espère rester encore longtemps, qui détient définitivement les leviers du pouvoir, qui porte une lourde responsabilité sur là où nous sommes et qui porte la plus lourde responsabilité de nous aider à bien nous préparer, les plus jeunes, vous comprendrez que je me mets dans les jeunes, qui porte la lourde responsabilité donc d'aider les jeunes à bien se préparer, à prendre la relève. Je rends hommage aussi à un visionnaire, M. Daou Père, qui nous a proposé de lancer cette initiative cette année, de s'y investir, de convaincre son fils de venir à la tribune échanger avec lui. Et finalement, qui a contribué, je pense, à ce qu'on soit si nombreux. Je ne sais pas s'il a tordu des bras. Je sais qu'il y avait beaucoup de demandes, mais je vous dis que c'est une très belle surprise. On était incertains. On se disait, est-ce qu'on fait un événement pour 200, 300 personnes? On est 600. On fait ça le compte. Donc, merci à tout le monde et merci beaucoup de contribuer à ce qui deviendra peut-être la série Daou. C'est-à-dire que l'année prochaine, s'il y a des mères-filles, des mères-fils ou des pères-filles qui veulent venir, on voudrait essayer de perpétuer cet échange. Alors aujourd'hui, nous allons avoir dans le coin gauche, si je peux dire un petit peu à gauche de son père, Sébastien Daou, 33 ans. C'est l'aspirant, c'est la recrue, c'est le représentant des stars montantes. Il est conseiller en stratégie et performance chez Raymond Chabot Grant Thornton depuis décembre 2008. Il a un baccalauréat en administration des affaires et une maîtrise en gestion des HEC Montréal. Et il a travaillé au groupe chez CGI, également chez Arthur Andersen et chez DMR. Dans le coin droit, le vétéran, le champion, en fait, le représentant, comme je disais, de la génération sortante, qui est au début de sa soixantaine, je ne préciserai rien de plus, qui est président et chef de la direction d'Investissement Québec et de ses filiales depuis juin 2006, qui a également étudié au HEC Montréal, et son fils me disait tantôt, son père avait étudié du temps où c'était moins in d'étudier au HEC Montréal que maintenant. Et il a également un MBA de l'Université Laval et un brevet de l'Institut des banquiers canadiens. Il a travaillé, j'ai trouvé ça intéressant, je vais vous le dire, chez BLC Edmond de Rothschild, gestion d'actifs de 2001 à 2005, et a occupé des postes de direction à la Banque Laurentienne, Banque nationale du Canada, SNC et à la Défense nationale du Canada. Avant de leur céder la parole, je veux mettre quelques statistiques dans nos têtes. Au moment où cet échange de génération se passe, la dette nette est de 143 milliards de dollars, soit 47,5 de notre PIB, je parle au Québec, presque 20 000 dollars par habitant. Le décrochage scolaire, 31 chez les jeunes, dont 36 chez les garçons, 25 chez les filles. C'est ceux qui ne complètent pas leur formation secondaire professionnelle avant 20 ans. C'est le même taux qu'en 87. Et puis finalement, le taux de natalité, si on pense qu'il y a une discussion intergénérationnelle à savoir si on se reproduit et si on veut se reproduire. En 1950, il y avait 30 bébés par 1000 habitants. En 1975, c'était descendu à 15 et aujourd'hui, on est à 11,3, malgré un léger baby-boom récent. Alors la question, c'est est-ce qu'on lègue, est-ce qu'on travaille à une économie où on est suffisamment nombreux à travailler, suffisamment nombreux à se reproduire? Est-ce qu'on se lègue une dette insurmontable? Et quelle vision avons-nous de l'avenir? Messieurs Daou, à vous la parole, à vous l'échange. Alors, vous savez, mon fils et moi, on aime bien discuter de ce qui nous caractérise et souvent, ce que ça veut dire, c'est parler de nos différences. Alors, ce qu'on a pensé faire aujourd'hui, c'est de partager avec vous quelques-unes de nos réflexions, ce qui va permettre un petit peu à tout le monde ici, quoi qu'en ait dit Michel, de constater comment Sébastien est chanceux d'avoir un père aussi moderne que moi. Alors, commençons, si vous voulez bien, parce que je ne veux pas qu'on rentre trop directement dans une confrontation. On a essayé de faire en sorte qu'il n'y en ait pas beaucoup. Mais on va commencer par un point, je pense qu'on a en commun, Sébastien. Et je considère, moi, tu vois, avoir été beaucoup plus près de mes fils que mon père l'a été de moi, tu vois.
Mais vois-tu, sur ça, on est d'accord. Je considère être beaucoup plus près de ma fille que tu l'as été de moi. Tu vois, la façon avec laquelle tu as pris le contrôle de cette séance-ci, c'est un trait caractéristique de ta génération. Vous êtes contrôlant. Et j'ai décidé aujourd'hui qu'on allait se parler un petit peu de tout ça, sans trop de complaisance, mais toujours dans le respect mutuel qui nous anime, bien sûr. Le premier sujet, celui du bon âge, pour assumer certaines responsabilités. Ce qui est fascinant avec ta génération, c'est que vous avez toujours eu le bon âge. Quand vous avez eu 30 ans, c'était le bon âge pour devenir directeur. Lorsque vous avez eu 40 ans, c'était le bon âge pour devenir vice-président. Et quand vous avez eu 45 ans, c'était le bon temps pour devenir président. Je t'ai entendu parler pendant toute ma vie de Liberté 55, comme quoi que tu allais te retirer à 55 ans, riche et heureux. Nous, on était contents de tout ça, naturellement. Bon, ils vont finalement nous laisser la place, puis on va pouvoir enfin, nous aussi, avoir le bon âge. Par contre, c'est rendu très rare de nos jours d'avoir un directeur de 30 ans et un vice-président de 40 ans. Et pour cause, il y a encore beaucoup de directeurs de 50 ans et de présidents de 60 ans. Je ne te vise pas particulièrement. Toi-même, Marc, que tu es rendu à 62 ans, et ça semble être le bon âge pour ne pas te retirer, dans le respect, bien sûr, qui nous anime. Pour coller dans un poste qu'on aimerait, nous aussi, assumer, bien sûr. Président d'Investissement Québec à 33 ans, c'est un peu jeune, je l'admets. Il y a quelques mois, tu as été invité à Lévis pour parler de l'avenir économique du Québec dans les 20 prochaines années. Je me disais que ça n'avait aucun sens. Inviter un paquet de boomers qui sont proches de leur retraite pour parler de l'économie du Québec dans les 20 prochaines années. On aurait dû inviter des générations X, des générations Y. Mais il n'y en avait aucun des membres de ces deux générations-là à ce discours. Moi, je me disais, vous ne serez plus là, qu'est-ce que vous voulez bien que ça vous fasse, l'avenir du Québec dans 20 ans? Mais vous êtes assez fin là-dessus. J'ai lu le compte-rendu de cette rencontre fort secrète et votre conclusion, poussons l'âge de la retraite à 75 ans. Sérieusement, vous avez eu la chance de n'avoir personne dans votre chemin quand le milieu des affaires québécois francophones s'est créé. Tu m'as même dit qu'en sortant de l'université, il y avait plus de postes pour des diplômés que de diplômés. De notre côté, on s'est fait dire pendant 20 ans, lorsqu'on était à l'école, qu'il y allait avoir pénurie de la main-d'œuvre. On l'attend toujours. Est-ce qu'il va falloir qu'on attende que vous ayez 75 ans pour l'avoir? Ça, Sébastien, c'est le petit côté victime de ta génération qui parle, là. D'abord, on a été la première véritable génération de francophones, et c'est vrai, dans le milieu des affaires au Québec. Et il y avait effectivement personne en avant de nous. Personne pour nous aider non plus. Personne pour nous conseiller. Il n'y avait personne. On a eu nos universités, heureusement. On a eu nos grandes écoles comme Polytechnique, comme HEC. Mais encore là, il n'y avait personne pour véritablement nous pousser à aller faire des études universitaires. Il faut placer un certain nombre de réalités dans le contexte historique, tu vois. On se faisait offrir des postes dans des entreprises qui peut-être des fois portent les mêmes noms, mais qui étaient très différentes de celles qu'on connaît aujourd'hui. Quand j'ai gradué en 1972, la Banque nationale n'existait pas. Il y avait la Banque provinciale, il y avait la Banque canadienne nationale. SNC et Lavalin, c'était des concurrents à cette époque-là. Et si tu prenais le total des deux entreprises, c'était plus petit que SNC-Lavalin l'est aujourd'hui. CGI n'existait pas, ou à peu près pas. Couche-Tard, la même chose. Jean Coutu venait de commencer. Céline Dion portait des couches. Cirque du Soleil n'existait pas. Je pense qu'on vous a bâti comme génération, et j'en suis très fier comme baby boomer, on vous a bâti des géants internationaux dans lesquels vous prenez votre place, et on en est très fiers. Tu sais, la population du Québec est loin d'avoir grandi dans sa démographie au rythme où on a développé notre milieu d'affaires. Et tout ça dans une évolution occidentale où les femmes sont de plus en plus présentes. À mon époque,
une femme n'aurait pas pu être ministre des Finances. À mon époque, une femme n'aurait pas pu être présidente de Rio Tinto. À mon époque, une femme ne pouvait pas être présidente du mouvement Desjardins. Et sur ça, on a fait un immense bout de chemin. Et j'admets qu'il en reste encore un bout à faire. Puis pour ma retraite, inquiète-toi pas, moi j'ai un ami qui est beaucoup plus âgé que moi, qui s'appelle Steve Jarislowski, qui a fêté récemment ses 84 ans. Et tu vois, il m'a dit, c'est décidé, je me retire. Dans 15 ans, je quitte. Ah. Alors, regarde le marché du travail simplement. Il y a de la place, je pense, pour nos deux générations, parce qu'on manque de plus en plus, et crois-moi, dans mon travail, je suis très touché par ça, on manque de plus en plus de gens très compétents. Et faites-vous-en pas, on va vous laisser nos jobs. Et on a déjà le sentiment qu'on va vous laisser définitivement un Québec meilleur que celui qu'on a reçu. C'est normal, ce n'est pas un acte d'héroïsme. Et justement, à ce sujet-là, j'aimerais qu'on se parle pendant une minute de la fameuse dette qu'on va vous laisser. Parce que tu vois, je ne suis pas très à l'aise avec votre vision des choses sur notre dette nationale. Ah, là, j'ai vraiment hâte d'entendre ton explication par rapport à ça. Alors, c'est assez simple, tu vas voir. Imaginons, par exemple, Jean Charest, qui est né en 1958. Pensons à Stephen Harper, qui est né en 1959. C'est des late boomers, c'est à peine des baby boomers. Et tant au niveau fédéral que provincial, on n'a jamais eu un premier ministre élu, et le mot « élu » est important, qui était un baby boomer. C'est difficile de nous mettre sur le dos, les baby boomers, la dette que nos gouvernements ont contractée, puis parce que les grands virages sociaux qui ont contribué beaucoup à notre endettement collectif sont beaucoup plus la décision de mes parents que celle de ma génération. Quand mes parents ont constaté qu'ils ne pourraient pas m'envoyer à l'école longtemps, bien, ils ont rendu l'éducation gratuite. Quand ils ont commencé à être malades, ils ont été attisés à la médecine. Quand ils ont approché la retraite, puis il n'y avait pas d'argent pour la prendre, ils se sont dotés de la régie des rentes. Tu sais, moi, c'est vrai que j'en ai bénéficié en partie, mais ce n'est pas moi qui ai décidé ça. Et au moment où moi, j'approche de ma retraite, je ne sais pas s'il va y avoir de l'argent pour que je la prenne sur les programmes dans lesquels j'ai contribué toute ma carrière. L'autre chose, c'est que je ne suis pas sûr que je vais être capable de me trouver un médecin. Mon problème, c'est d'être en santé. Alors, actuellement, j'ai de la difficulté à me trouver un médecin. La dette est là pour moi aussi, puis je continue d'y payer. Ça me préoccupe. Mais c'est le résultat de choix de société qui ont été faits. J'en ai bénéficié en partie, c'est vrai, puis tu vas en bénéficier bientôt parce qu'il y a des garderies à 7 $ qui sont là actuellement. Mais j'ai vraiment le sentiment que le patrimoine qu'on vous laisse vaut beaucoup plus cher que la dette qu'on vous laisse. Je peux vivre en partie avec ton explication, mais tu dois admettre que même si tu amènes des bons arguments, le problème est quand même là. Il va falloir qu'on vive toute notre vie avec cette hypothèque-là sur le dos. Tu me parlais tantôt des premiers ministres que nous avons eus et alors, laisse-moi te donner un peu ma perspective de ma génération sur la politique en général. Je vais le dire crûment, on est tanné du débat gauche, droite, souverainiste, fédéraliste, lucide, solidaire, clique du plateau Radio de Québec. On croit à tort que ma génération ne s'intéresse pas à la politique. C'est faux. On est fondamentalement démocrate. Par contre, ce qui nous tape ses nerfs, plus que d'autres choses, c'est le jeu politique. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais lorsqu'une nouvelle idée est mise sur la place publique, puis que ça semble être une bonne idée, la première chose que soit l'opposition, le parti au pouvoir, peu importe qui donne naturellement cette idée-là, la première chose qu'ils vont dire, ça va être « nous y avions pensé auparavant ». Nous, on avait déjà planifié ça auparavant. Ou c'est trop à gauche, c'est trop à droite. On s'en fout en bout de ligne. Si c'est une bonne idée, il faut la mettre en place. C'est par ce même jeu-là politique que les bonnes idées prennent tant de temps à se développer. Ma génération, on a vu certains politiciens qui, pour l'instant d'un moment, ont paru comme être un peu différents de la masse. Il y a eu Mario Dumont, bien sûr. Il y a eu aussi André Boisclair. Mais ils se sont rapidement mis à jouer le même jeu politique que tous leurs ancêtres. Je vais te dire, j'ai l'impression que tous les politiciens de la génération X et Y se rangent du bord des baby boomers plus le temps avance. Probablement parce que parmi les rangs des différents partis politiques, la masse, justement, ce sont des baby boomers. Mais je regarde de nos jours quels politiciens représentent ma génération et je ne peux pas dire vraiment qu'il y en a un qui nous représente. Ben,
Il y en a peut-être un, Obama, finalement, parce que son langage est complètement différent. Tu sais, c'est pas bien différent de Kennedy aussi, qui avait un langage qui était différent. Oui, Kennedy, c'est vrai, mais là, on s'entendra que Kennedy, là, c'était pas un bébé boomer, Sébastien. Il est né en 1917. Il n'était même pas un bébé boomer de la Première Guerre mondiale. Tu sais, juste pour replacer ça dans le contexte, là, puis pour t'aider, Moïse, Henri IV, Hitler, tous ceux qui sont nés avant toi ont pas tous des bébés boomers. Kennedy, là, s'il était encore vivant, il aurait 93 ans, Sébastien. Okay. Il aurait l'âge de mon père. C'est pas le point. Tu t'éloignes du sujet. By the way, Obama n'a pas 30 ans non plus. Ce que je voulais dire, c'est qu'on pense différemment de vous. Et vous convaincre qu'on est capable d'assumer des responsabilités puis de gérer quoi que ce soit, j'ai l'impression qu'on n'a pas réussi ça jusqu'à date. Vous avez donné le pouvoir à Robert Bourassa à 37 ans. Je regarde le nombre de têtes grises puis de têtes brunes qui ont une teinture pour ne pas être grises dans nos partis politiques. Et je me dis qu'on ne va jamais s'en sortir. En fait, oui, on va s'en sortir lorsque vous allez avoir 75 ans, en moyenne. L'avenir du Québec dans le Canada ou comme pays indépendant, je pense que la majorité de ma génération sont prêtes à l'assumer sans trop de problèmes. On vit avec ces possibilités-là, en fait, depuis qu'on est né. Mais le premier qui va vraiment savoir comment nous intéresser, en comprenant que pour nous, le nationalisme ne veut pas dire la même chose que pour ma génération que pour ta génération. Puis qu'en fait, pour moi, mon pays, c'est la planète en général. Puis que je chatte avec des gens des États-Unis, du Japon, de la France, du Brésil. Puis que peu importe où je vais dans le monde, la plupart du temps, j'y connais probablement quelqu'un. Les partis politiques qui vont comprendre cet aspect-là du nouveau nationalisme de ma génération vont probablement avoir la clé du succès avec mes pairs. Entre-temps, tu connais beaucoup de personnes qui sont en politique de ta génération, puis j'aimerais que tu leur passes un message de ma part et de la part de quelques autres à qui j'en ai parlé. Arrêtez d'écouter vos spin doctors, vos conseillers en images, puis vos focus groups pour comprendre ma génération. Ça ne fonctionne pas. Tu le sais, je lis systématiquement tous les programmes de partis politiques parce que ça m'intéresse. Et je n'ai jamais le sentiment que ces programmes-là s'adressent à moi. Tu veux savoir ce que je ne comprends pas en politique en général, de l'appareil politique en général? Moi, ça me prend 30 secondes réserver un hôtel sur le web. En Chine, à tous les jours, il y a des nouvelles infrastructures, des nouveaux édifices qui sont inaugurés. En Europe, puis tu vas être d'accord avec moi, ils n'ont pas à se faire fouiller 20 fois avant d'embarquer dans un avion parce que pour aller d'une ville à l'autre, ils peuvent prendre le TGV, tout simplement. Ici, c'est pas pareil. Ça ne marche pas comme ça. Ça peut prendre 2 jours pour réserver une chambre d'hôtel au niveau du gouvernement. Ça va prendre 10 ans pour dessiner un hôpital. On ne l'a pas inauguré, on l'a juste dessiné jusqu'à maintenant. On a un échangeur turco qui nous tombe sur la tête, puis on est encore incapable de rallier la vie des gens qui habitent dans le coin de l'échangeur turco, les aspects d'environnement, mais aussi le côté névralgique de cette infrastructure-là pour le Québec en général. Donc, et naturellement, ce n'est pas le train de banlieue qui va impressionner les Européens, on se comprend. Je ne dis pas que ce n'est pas pratique, par contre. Devrons-nous, est-ce qu'il va falloir qu'on attende dans 15 ans pour qu'on aille tout ça? Ben, quand vous mettez tous les politiciens dans le même sac, je pense que vous faites une grosse erreur. Je pense que les politiciens, ce n'est pas les politiciens qui sont tous pareils, c'est les problèmes auxquels ils sont confrontés. Et ça, ils ont les mêmes problèmes. Et il est sûr qu'on a des infrastructures qui sont vieillissantes actuellement et qu'il faut les remplacer. Mais ça ne vient pas me dire qu'on n'y travaille pas. À travers la planète actuellement, il va se dépenser 2 000 milliards de dollars par année pendant les prochains 20 ans pour faire la mise à jour de nos infrastructures. C'est beaucoup d'argent. Je regarde simplement, nous, au Québec, et je te le dis de façon apolitique, on s'est mieux sorti de la récession parce qu'on a commencé à réparer nos infrastructures avant la crise. Et ça, c'est le gouvernement qui y a vu. Pour les grands hôpitaux, je vais te rassurer tout de suite, inquiète pas, on va y finir avant d'être malade. Alors, mais ce que je constate, c'est qu'on a un gros point en commun. À ton âge, j'étais aussi anxieux de résultats puis de changements que toi. Puis c'est la vie qui m'a appris à être un peu patient, comme on va probablement le faire avec toi. Mais je t'encourage fortement à continuer d'être impatient parce que ça continue à faire progresser la société. C'est très sain. En ce qui concerne la politique, les politiciens, tu vas comprendre que j'ai un petit devoir de réserve, là.
Alors, mais je vais en sortir simplement en disant qu'une tête grise, ça veut dire que ça tombe dans la matière grise. Alors, c'est bon. Tu parlais tantôt de travail. J'aimerais ça que tu me parles un petit peu, parce qu'on a couvert plusieurs sujets, mais j'aimerais ça que tu me parles un peu de ton milieu de travail, parce que tu me dis souvent que tu travailles beaucoup et que tu aimes ça. Alors, on a ça en commun, puis compte tenu du vieillissement de la population, ça veut peut-être dire que tu vas te retirer à 80. Bien, c'est vrai que j'aime ça, le travail que je fais. Puis je pense qu'il va falloir qu'on apprenne à travailler ensemble. En fait, on n'a pas le choix. Après tout, tu vas être sur le marché du travail pendant encore 15 ans. Puis à ce moment-là, je vais avoir 48 ans. Et je pense qu'on travaille bien ensemble. On a appris beaucoup l'un de l'autre. Bon, tu m'as appris à conduire en bicyclette. Moi, je t'ai montré comment naviguer sur Internet. Tu m'as expliqué à l'université des concepts complexes de finance. Puis quand est venu le temps de changer de Lotus 1, 2, 3 vers Excel, c'est moi qui te l'ai montré. Et naturellement, tu m'as montré aussi à utiliser ma première carte de débit. Et moi, j'ai fait en sorte que tu aies confiance d'utiliser ta carte de crédit sur Internet, sur eBay particulièrement. Tu vois, quand on travaille ensemble, on apprend beaucoup l'un de l'autre. Je suis chanceux parce que je considère que de travailler avec des gens d'expérience, c'est un gros plus. Naturellement, ces personnes d'expérience sont aussi intéressées à mes façons de faire. Je ne me suis pas tapé 3 ans de bac et 2 ans de maîtrise à HEC pour tout simplement accepter tacitement quelque chose qui n'a pas de sens, à mon avis. Bon, ici, tu vas me permettre d'utiliser un petit truc que j'ai déjà vu de ta part. Je m'adresse ici aux tables de Raymond Chabot de Grant Thornton. Ce que je vais dire dans les prochains paragraphes ne s'adresse pas à mon employeur actuel, qui est naturellement l'employeur idéal, mais que ça me vient de personnes qui m'ont parlé ailleurs de d'autres choses, de d'autres employeurs. C'est pas qu'on ne veuille pas faire de travail clérical ou sans grande valeur ajoutée dans l'organisation, mais est-ce que c'est très compliqué de nous expliquer pourquoi on fait ces activités-là? Quelle est la valeur pour l'organisation? L'autre chose qu'on ne comprend pas en général, c'est la raison pour laquelle vous incitez tant à corriger nos lacunes et que vous évitez tant de mettre de l'avant nos qualités. Mon évaluation annuelle montre systématiquement tous les points négatifs, avec exemple à l'appui, mais rarement ce que j'ai bien exécuté, et ce sur quoi on devrait plus se pencher à l'avenir. Il me semble que si la personne n'est pas bonne pour faire des rapports, mais qu'elle est bonne pour vendre, faites-la vendre, puis arrêtez de lui donner des cours sur la façon d'écrire des rapports. Je pense qu'il y a une grosse différence de perception du travail, de la notion de travail. Pour ta génération, je pense, le travail, c'est lié à l'effort. Pour nous, c'est lié au résultat. Et ça, c'est assez facile à voir. J'ai assez d'expérience en entreprise, humblement, pour savoir que ce qui impressionne un baby boomer, c'est d'arriver 5 minutes avant lui le matin et de partir 5 minutes après lui du soir. Chose que je n'applique aucunement chez Raymond Chabot de Grant Thornton, bien sûr. Et comme vous êtes des gens qui aimez commencer de bonne heure et de finir tard, ça devient tout un ennui d'essayer de vous suivre et de vous impressionner. Mais tant qu'on fait nos heures, notre efficacité n'est jamais mise en doute. Cependant, la minute où l'on a un horaire qui est un petit peu différent, où on demande de travailler une journée à la maison, là, le doute s'installe. Le pire, c'est que je livre probablement la même chose dans des délais qui sont peut-être un peu plus rapides parce que je considère que l'infrastructure que j'ai à la maison est plus efficace. Tu sais, mais l'important, est-ce que c'est de produire des livrables dans les délais prescrits en bout de ligne ou sinon de s'assurer que vous nous voyez toujours au bureau? Oui, je comprends ce que tu dis là, mais il faut quand même penser là, que c'est beau de dire qu'on n'est pas accommodant, mais regarde, on l'a été. Je te donne juste un exemple. Les programmes de conciliation travail-famille, c'est pas votre génération qui a inventé ça, là, c'est la mienne. Là. Oui, puis vous ne l'avez pas compris. On va en parler justement de la conciliation travail-famille. Vous avez pas mal galvaudé ce terme-là depuis qu'il existe, puis j'ai l'impression que vous n'avez pas vraiment compris ce que ça voulait dire. Bon, si je faisais une comparaison, la conciliation travail-famille actuellement en entreprise, c'est comme avoir fait l'amour à 16 ans. Bon, tout le monde dit qu'il l'a fait. En réalité, peu de personnes l'ont fait. Puis ceux qui l'ont fait l'ont probablement mal fait. Pour certains employeurs qui se disent pourtant des employeurs d'excellence,
Cette conciliation travail-famille prend la forme suivante. Tant que vous faites 8 à 5 à tous les jours, les heures supplémentaires, vous pouvez les faire quand vous voulez. Tu sais, il y a un paquet de façons de faire cette conciliation-là, puis je suis conscient qu'elles ont des coûts pour l'organisation. Je n'ai pas de problème à assumer ces coûts-là personnellement. Si la semaine normale est de 42 heures et j'ai besoin d'en faire 40, pas de problème qu'on m'en paye 38 jusqu'à une certaine limite. Tu sais, les garderies à 7 piastres, et bon, toi, tu veux essayer de trouver un médecin de famille, moi, une garderie à 7 piastres, on a tous les deux ce problème-là. Les garderies, ce n'est pas nécessairement tout le temps flexible. Et peut-être que si j'arrive en bout de ligne à 7 heures du matin, c'est correct si je finis à 4 heures l'après-midi. Mais ça me paraît d'être si mal perçu en entreprise. Fondamentalement, je ne sais pas pourquoi. Après tout, ça ne m'empêche pas nécessairement de livrer ce que j'ai à livrer. Puis en plus, j'arrive plus tôt que vous. Vous devriez être content. Mais j'ai l'impression que tout ça, ça va affecter ma progression de carrière. Je n'ai aucune idée comment vous faites pour vous retrouver dans ce que vous appelez la gestion de carrière. Toutes les entreprises ont un plan de carrière quelque part dans une vieille filière aux ressources humaines. Mais à chaque fois qu'on en parle à nos patrons, c'est un peu nébuleux comme sujet et surtout très théorique. J'ai eu, par exemple, un patron, dans une vie antérieure, bien sûr, un patron qui m'a dit que mon salaire n'étant pas assez élevé, il ne pouvait pas me donner une promotion parce que ça allait faire grimper trop rapidement mon salaire. Même si je le méritais finalement, la promotion. Je me suis dit que cette excuse-là était tellement stupide qu'en bout de ligne, ça ne pouvait qu'être la vérité. Alors, personnellement, puis tu as été en ressources humaines longtemps, je suis un peu perdu, puis je pense que la plupart des jeunes de ma génération n'ont aucune idée comment ils vont progresser dans leur carrière. Si je pouvais te donner un conseil, bien humblement, essayez donc d'être un peu plus transparent. Écoute, je reçois bien ton message, puis je n'aurai certainement pas le temps de répondre à tous les points que tu soulèves, mais on va regarder les principaux en commençant par ton plan de carrière. Et là j'ai un petit conseil à te donner, mon Sébastien. Ça fait longtemps que je me suis donné un bon gérant de carrière. Et il s'appelle Jacques Daou. Pourquoi? Parce que tu sais, c'est seulement des chansons d'amour où les deux parties font chacun la moitié du chemin. Si tu espères faire une carrière intéressante en attendant que quelqu'un la planifie pour toi, c'est de la naïveté. Je suis toujours amusé quand vous me parlez des conversations que vous avez avec votre patron direct. Ce gars-là, ou cette fille-là, dans la très vaste majorité des cas, il n'a pas l'autorité de changer ta carrière. Il n'a pas l'autorité de changer ton salaire. Et son peu d'autorité, il dure peu de temps parce qu'il est toujours en mouvement, parce qu'il change souvent de poste au premier niveau. Et Dieu sait, si les premiers niveaux de cadre changent souvent, et leur roulement est d'autant plus important qu'on commence à en avoir de ta génération. Alors, ce que je te conseille, c'est choisis tes emplois, travaille dans cette direction-là, mais fais en sorte, et le mot est important, que ce soit les décideurs qui le sachent. Comme tu le sais, puis comme tu l'as dit, j'ai déjà travaillé en ressources humaines, puis je me souviens d'un agent de recrutement qui m'avait dit on cherche un hunter dans ce job-là, mais dans son CV, il dit qu'il aime les animaux, fait qu'il doit pas avoir le profil pour la job. Sébastien, ton meilleur gérant de carrière, c'est toi, personne d'autre. OK. Mais mes bons coups, comment tu les reconnais, mes bons coups? Écoute, le milieu du travail, je vais te surprendre, mais il s'attend à ce que tu réussisses, tu vois. Il s'attend à ce que tu réussisses ce qu'on te demande de faire. On ne te paye pas pour échouer, pour réussir. Puis comme tu sembles vouloir te démarquer, mais progresser dans ta carrière, on s'attend à ce que tu fasses plus que ton poste exige. C'est là que tu montes à ton entreprise que tu peux faire plus et par conséquent que tu mérites plus. Tu sais, c'est de mes plus hauts potentiels chez Investissement Québec que j'attends les plus grands dépassements. Un de mes patrons, André Bérard, qui était président de la Banque nationale, m'a déjà dit « Jacques, je suis un homme chanceux. J'ai une entente avec Dieu. Dieu récompense l'effort, je récompense le résultat. On vous paye pour être bon dès le jour 1. Tu m'as dit tantôt que tu avais fait 5 années à l'université. Je te fais remarquer que les étudiants en médecine aussi. Puis quand ils graduent en médecine, on ne leur dit pas, bien, en début de carrière, tu vas juste faire des petites grippes, puis tranquillement, on te donnera des vraies maladies. On s'attend que tu sois bon dès le premier jour. Puis si j'en trouve un, je m'y attends aussi. Alors, demande-toi pas pourquoi tu devrais être traité différemment. Je pense que tu dois être traité comme eux. Puis si tu n'es pas à l'aise dans tout ça, une certaine partie de ton travail m'a donné un conseil. Trouve-toi un mentor, quelqu'un qui va t'appuyer dans tes moments difficiles.
qui va t'aider dans les décisions que tu auras à prendre, puis qui devraient être testées peut-être? Bien, justement, j'aimerais bien que chacun des baby boomers, puis il y en a quelques-uns dans la salle si je regarde les têtes blanches, donc j'aimerais bien voir les baby boomers, chacun des baby boomers, adopter une personne de ma génération pour être mentor, justement. Pas mentor selon ta définition, mais mentor selon ma définition. Pas mentor seulement pour mes cas problèmes, comme tu le décris, ou un mentor qui se débarrasse de moi en se disant « on va lui payer un lunch par année, on va mettre ça sur le compte de dépenses de la compagnie, puis ça va être fini ». Mais un mentor qui va aussi m'inviter dans des soirées de réseautage. Un mentor qui va m'aider à m'orienter dans mes décisions qui peuvent peut-être parfois sembler très anodines pour vous, mais qui sont très importantes pour nous. Humblement, bien sûr, parce que je suis une personne extrêmement humble, peut-être pourrions-nous aussi être vos mentors si vous le voulez bien, pour vous apprendre les dernières tendances dans l'industrie et pour vous aider à devenir de meilleurs employeurs. Par exemple, laisse-moi te donner un conseil de mentor par rapport à la gestion des jeunes de ma génération. Vous nous aimez bien parce qu'on est rapide, parce qu'on est capable de rechercher de l'information rapidement avec les derniers outils qui sont la dernière tendance. Mais quand vient le temps de nous donner accès à ces outils-là, vous devenez soudainement très hésitant. Combien d'employeurs, encore aujourd'hui, hésitent à fournir un cellulaire ou un téléphone intelligent à leurs employés? Et combien, encore en 2010, bloquent Facebook ou le chat au bureau? OK, c'est vrai. On peut les utiliser pour des raisons personnelles. Mais c'est aussi vrai du téléphone puis de la photocopieuse. Puis j'ai vu aucun bureau bloquer le téléphone ou revenir au papier carbone en bout de ligne. Ne nous bloquez pas nos outils de réseautage. Ils sont ceux de notre génération. Comme pour vous, c'était le téléphone, puis les petits cocktails, c'était donc pour votre génération. C'est comme ça qu'on trouve, nous, de l'information qui est pertinente, par nos petits réseaux, qui ont des petits réseaux, qui ont des petits réseaux. Je ne comprends tout simplement pas votre réticence face à ça. Des exemples comme ça, j'ai l'impression que vous n'y pensez tout simplement pas. Tout comme je ne pense probablement pas à d'autres choses qui sont une évidence pour vous. Il faut apprendre à se parler, officiellement ou non officiellement. Moi, je suis prêt à adopter un baby boomer s'il y a un baby boomer qui est prêt à m'adopter. Après tout, ce n'est pas la meilleure façon de léguer quelque chose de concret à la société, de passer cette connaissance-là à une personne que vous avez éduquée, non seulement sur le savoir-faire, mais sur le savoir-être aussi. Regarde, tu marques des bons points. Et je vais sérieusement regarder tout ça chez Investissement Québec. Tu remarqueras par ailleurs que ta simple présence sur la tribune ici, qui est un outil de réseautage de ma génération en passant, te permet de passer le message de la tienne et tu sembles t'en accommoder assez bien. Alors, on fait quand même un petit bout de chemin aujourd'hui. Écoute, on a assez parlé, je pense, de tout ça et on a excédé, puis on va se faire haïr, on a excédé le temps qui nous avait été dévolu. J'aimerais juste qu'on termine la conversation en parlant une minute de la famille. Tu sais, mes parents, tes grands-parents, on était dans des familles nombreuses et tu as 12 oncles et tantes qui ont des conjoints, des conjointes, qui ont des enfants, qui ont des petits-enfants et ça fait des gros parties de famille et tu le sais. Mais je vais t'avouer que même si j'aime participer à ces grandes réunions-là, je préfère beaucoup nos soupers du dimanche soir où on n'est que 6. Josée, ton épouse, ma belle-fille, ton frère Étienne, toi, ta grosse Sophie qui a 8 mois et ta mère et moi. Tu sais, on a changé notre mobilier de salle à dîner récemment, puis on peut asseoir confortablement 10 personnes. Alors, j'essaie juste de te passer le message, tu sais, puis paranoïe pas trop vite parce que je parle à ton frère aussi quand je dis ça. Hein? Plus sérieusement, je pense qu'on a ça en commun, la famille. Puis pour moi, comme pour toi, la chose importante, il faut que ça continue. Alors, je te remercie simplement de m'avoir dit honnêtement ce que tu pensais. Il est juste dommage qu'on n'ait pas eu le temps de parler plus longtemps. On commençait à peine à se réchauffer. C'est vrai qu'on a la famille en commun et pour moi aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est pour ça que le dimanche soir, je suis là. Vends pas tes chaises de trop autour de la table, on ne sait jamais. Mais oublie pas de passer le message à mon épouse. Les femmes aujourd'hui aussi ont leur mot à dire en 2010 à ce sujet-là. Merci, Sébastien. Merci, papa. Merci. Je laisse ça là.
Alors, Messieurs Daou, au nom de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, nous vous remercions chaleureusement d'avoir clos en beauté la saison de nos déjeuners causeries. À vous tous, sans plus tarder, je vous souhaite bon appétit. Enjoy your meal.